écoutez, moi, ça m'épate un petit peu parce que ce qu'on est en train de voir, finalement, entre les deux tables rondes, c'est qu'on a deux approches complètement différentes de la profession, des professions immobilières. Que, tout à l'heure, on avait une approche qui était plutôt prestataire de services, et donc, finalement, on doit choisir son client et on facture à son client, et puis, finalement, il n'y a aucune raison de faire apparaître la rémunération sur les annonces parce que ça ne regarde pas l'acquéreur, hein, finalement. C'est un peu le discours à la fois de Jean-François Buet et vous êtes en train de nous donner une idée de la profession. Je suis un intermédiaire entre deux parties, donc je dois concilier les intérêts, je dois défendre l'un contre l'autre et l'autre contre l'un, et en fin de compte, alors du coup, jusqu'à proposer de partager la rémunération. C'est un métier périlleux d'ailleurs. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour la location, puisque finalement, depuis la loi Quillot, alors on peut se demander d'ailleurs pourquoi est-ce que la loi Quillot avait proposé ce partage de commission. C'est surtout parce qu'on voulait ne pas que la rémunération soit entièrement mise à la charge du locataire. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'avant la loi Quillot, c'était le locataire qui devait payer l'intégralité de la commission. Donc en fait, on avait un mandat qui était signé avec un bailleur. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Donc, du coup, si on adopte cette méthode, enfin cette approche de la profession qui est de dire je suis un intermédiaire, je suis quelqu'un qui est là le garant, parce qu'il y a un côté noble, on peut imaginer un côté très noble de cette activité, c'est-à-dire je suis le garant de l'application du droit, du respect des intérêts des uns et des autres, etc. Donc il faut effectivement afficher la rémunération parce que finalement le locataire ou l'acquéreur a tout à fait autant intérêt que le vendeur de le connaître. Et d'autre part, est-ce que ça suppose pas à ce moment-là que la profession, parce que dire que je suis indépendant entre deux parties qui sont au départ antinomiques, enfin qui ont des intérêts antinomiques, pouvoir dire je suis indépendant et je vais défendre les intérêts des deux, ça suppose d'avoir un niveau de crédibilité qui est sans commune mesure avec celui que peut avoir la profession aujourd'hui. Vous êtes mal perçu par votre vendeur parce qu'il a la sensation d'avoir été lésé. Votre mandant, vous le perdez. C'est pas notre intérêt. Donc on essaye en effet de concilier inconciliable. C'est toute la difficulté de notre profession aujourd'hui. Ce n'est pas assez dit, mais aujourd'hui on se rend bien compte. Et avec la multiplication des textes et des diagnostics, etc., on se rend bien compte que l'information de l'acquéreur, elle est extrêmement importante, elle est lourde à intégrer, elle est lourde, le message est très difficile à faire passer. Donc finalement, concilier l'inconciliable, oui, ça fait partie du quotidien des négociateurs, c'est clair. En tout cas, il semble bien que la profession ait besoin de se faire une idée claire de ce qu'elle est. Là où je ne vous rejoins pas, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les honoraires, bien sûr, c'est votre habitude, les honoraires sont déjà affichés dans les agences. Il n'est quand même, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire un pourcentage sur un prix affiché FAI. On est d'accord ? Alors, je voudrais juste rajouter un point qu'il n'y a pas, je ne crois pas qu'on ait répondu sur ce point. C'est concernant la perception du client, parce que c'est ça qui est important. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le client voit 10 000 € de commission, pour quoi faire ? Pour me faire visiter un bien, et il prend 10 000 €. Donc si c'est ça la perception, effectivement, et si c'est ça la réalité, il est clair que 10 000 €, c'est beaucoup trop cher. Et là, il n'y a pas débat, il n'y a pas photo. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, et là, il y a certainement un problème de pédagogie, un problème de communication, certainement aussi un problème de loi Hoguet qui est très flou. Alors, je ne reviendrai pas sur le terme mandataire qui ne veut rien dire. Un agent immobilier est un mandataire. Un réseau de mandataires, c'est un réseau de négociateurs avec une seule carte professionnelle. Ça n'a rien à voir avec un mandataire. Vous voyez ce terme fourre-tout de mandataire, et c'est quelque chose qui part dans tous les sens. Pour moi, c'est également quelque chose qui est très flou vis-à-vis des consommateurs qui finalement sont lésés dans cette affaire. Donc je reviens sur mon propos concernant la perception du consommateur. Donc, si vous voulez, il est clair que si c'est 10 000 €, point barre, et je passe à la caisse, c'est beaucoup trop cher. La difficulté qu'il y a, c'est que le consommateur, très souvent, ne perçoit pas le travail de l'agent immobilier. Il ne le comprend pas parce que, tout simplement, on ne lui a pas expliqué. Effectivement, s'il voit brut de décoffrage un montant, si les honoraires sont obligatoires en matière de vente, d'affichage, il va dire « Ah, le bien, il vaut ça, il y a 10 000 € de com », évidemment.
Il va pousser des cris d'orfraie, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ça, il se gave. Ah, exactement, alors qu'en fait, il n'a absolument pas compris le travail qui était fait derrière. Qui n'a pas compris? Tant le consommateur. Tant le vendeur que l'acquéreur? Alors, le vendeur, il peut aussi ne pas comprendre, le vendeur. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Et moi, je suis ravi de la disposition de la loi Duflot qui impose, dans le cas d'un mandat exclusif, alors pour un mandat simple, c'est un peu plus discutable, mais dans le cas d'un mandat exclusif, d'avoir la liste des prestations qui sont effectuées. Vous savez, dans les réseaux sérieux, dans les réseaux d'agences immobilières, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est là où il y a le moins de problèmes avec les consommateurs, évidemment, puisqu'il y a une organisation et il y a un vrai travail qui est effectué derrière. Vous avez une liste de points qui est listée, qui est annexée au contrat. Et si vous ne le faites pas, le mandat est résilié. On n'a pas attendu la loi Duflot pour le faire. Pourquoi? Parce que notre intérêt, c'est d'être avec le consommateur. Il ne faut pas opposer, vous voyez. C'est ça qui me gêne un petit peu dans la loi Duflot, si je peux me permettre. Alors, projet de loi, sans quoi les dans le projet de loi ne Duflot, serviraient à rien. exact. C'est d'instaurer quelque part un déséquilibre entre les deux parties. Et je crois que cet équilibre, et c'était toute la sagesse justement de la loi Quillot, c'est d'avoir maintenu cet équilibre. Il faut bien évidemment protéger le locataire. C'est pas ce que vous disiez à l'époque. Non mais regardez, bon, j'étais pas là, si je peux me permettre. Mais moi, je dis ce que je pense. Peu importe la chapelle dans laquelle je suis. Monsieur Allot, j'étais pas né. Voilà, exactement. J'étais pas né. J'étais avec ma totoche. Voilà, à l'époque. Bref. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un équilibre. Tout simplement parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'agent immobilier a 2 clients. Il a 2 clients. Donc, s'il a 2 clients, forcément, il faut un équilibre. Et s'il y a rupture de cet équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Le locataire va être mis de côté. Il va être mis de côté. On ne va pas s'en occuper. Pourquoi? Parce que celui qui paye, c'est le propriétaire. Vous voyez? Et c'est ça le risque. Il faut maintenir cet équilibre. Alors, c'est un peu l'esprit général de la loi Quillot où je comprends. Il faut évidemment protéger le locataire. Il faut protéger le locataire. Il faut mettre des garde-fous. On est bien d'accord. Mais il ne faut pas aboutir à un blocage qui ferait que le propriétaire, il n'a plus envie de louer son logement, tout simplement. Surtout dans les zones tendues. Parce qu'on va y arriver, avec tout ce qui se passe derrière et toutes les mesures mises bout à bout, c'est ce qui risque de se produire. Et ça, il faut faire très attention. Donc, il faut maintenir cet équilibre. Bon, je ne vais pas être trop long parce que je ne vais pas accaparer. Pour éclairer les esprits, un point d'information sur la loi Quillot, puisqu'on l'a invoqué plusieurs fois. Cécile Duflot elle-même avait fêté à son arrivée 30 ans, c'est ça, 30 ans de loi Quillot. Alors, dans le projet de loi Quillot, inspiré par... le ministre Quillot, il y avait des honoraires de location totalement à la charge du bailleur. Et en effet, il y a eu un lobbying, pour appeler les choses comme elles sont, de la FNAIM en particulier, et du président Lemial, auprès de Roger Quillot. Et Roger Quillot, avant même le passage au Parlement, a été convaincu d'en revenir à l'équilibre qu'on connaît, c'est-à-dire au partage 50-50 qui est resté dans la loi de 89. Donc ce débat, tout ça pour dire que ce débat, 2013-2014, la France l'a connu. Tranché d'une certaine manière, mais c'était déjà un débat il y a 30 ans. Oui, c'était déjà un débat à 30 ans. Il faut quand même rappeler que la loi Quillot était abrogée. Hein, bon. Oui, mais ça, c'est resté, par contre. Oui, non, il y a 2-3 mesures qui sont restées, mais dans sa quasi-totalité, elle était abrogée. Faut pas l'oublier, parce qu'à l'époque, c'était une avancée si, elle a été abrogée. C'était une avancée pour les droits. Certaines choses ont été reprises, mais dans la grande majorité, elle a été abrogée. Écoutez, on regardera, si vous voulez, article par article. Sur le point des honoraires, ça n'a pas bougé. Non, mais on est encore sous l'empire de cette il y a équation. quelques petites choses qui sont restées, mais dans sa très très grande majorité, elle était complètement abrogée. Oui, mais remplacée par quelque chose qui était à peu près la même chose. À quelques détails. Ah non. non. La loi Meignery était bien différente. Elle était bien différente. D'ailleurs, c'est sous la loi Meignery qu'on a assisté à la première envolée des loyers. Faut pas l'oublier, ça. Et il a fallu ensuite introduire des correctifs dans la législation pour éviter la catastrophe. Il y avait effectivement quelques différences. Oui, non, mais il y avait, vous le dites très très bien. D'ailleurs, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, je voulais en revenir à la notion d'équilibre. Nous, on part du principe que, dans la réalité de tous les jours, la situation est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée au profit du bailleur ou elle est déséquilibrée au profit du vendeur. Et si on veut avoir réellement des rapports équilibrés entre les uns et les autres, il faut que dans le texte, ce soit déséquilibré au profit des plus faibles, si j'ose dire. C'est notre philosophie et c'est ce que nous demandons. Et ce que nous reprochons au projet de loi actuel, c'est qu'il est
il est trop équilibré sur le papier, ce qui générera dans la pratique des déséquilibres qui ressembleront dans quelques années aux déséquilibres que l'on constate aujourd'hui. Alors prenons les deux situations l'une après l'autre. Là, vous êtes très précis et ça me va parce que on souhaitait vraiment que le parlementaire avec nous ressorte d'ici avec des idées précises parce qu'il doit plancher. Donc la philosophie, ça le passionne sûrement, mais il faut atterrir. Là, vous le faites. Projet de loi, annulation de la part négociation de transaction pour le locataire et partage en revanche des frais de rédaction, des honoraires. On va faire plaisir, il est parti à Jean-François Buet, des honoraires de rédaction de bail et des honoraires de constat d'état des lieux. Alors comment vous réagissez à ça? À vous écouter, ça ne vous donne pas satisfaction. Le locataire là ne trouve pas encore son compte? Non, ça ne nous donne pas satisfaction parce que les états des lieux, c'est l'affaire du bailleur, bon sang. C'est pas la... Non, mais après, quand il y a des accords entre le locataire et le bailleur ou son mandataire, quand il y a des accords, on fait appel à un huissier, on partage les frais d'état des lieux. Bon. Oui, si on fait appel à un huissier d'emblée, c'est celui qui a fait appel qui paye la totalité. Hein, c'est pas la même chose. Bon. Donc, actuellement, faire payer, comme le propose la loi Duflot, les états des lieux entre les deux parties ne nous satisfait pas. C'est un recul pour les locataires par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant. Alors, vous vous êtes exprimé sur ce point précis, merci. On peut être d'avis inverse, je sens même que c'est le cas. Sur la rédaction du bail, pour aller au bout de l'analyse. Écoutez, en gros, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant. Les baux pouvaient être facturés, ils l'étaient. Bon, c'est bien que ce soit que dans la loi ce soit encadré. D'ailleurs, il y a toute une série de choses que la loi encadre et on trouve ça très bien, ça évitera des dérives. Mais nous verrons dans quelques années, parce qu'on constate que les acteurs, je ne nomme personne, sont des gens très inventifs, nous verrons comment ces dispositifs seront contournés. Alors il faut ajouter, effectivement, je ne l'avais pas fait, pour ceux qui ignoreraient, que le projet de loi prévoit, et ce sera par voie réglementaire, que l'addition des deux facturations possibles, état des lieux et bail, ne puisse pas dépasser, tout cela régionalement, des niveaux jugés excessifs. Hervé, et puis ensuite Philippe. Oui, deux mots. À ta grande surprise, le président de la Fédération de l'Internet va s'exprimer sur la rédaction du bail. Mais avant, si les mots ont un sens, non, c'est pas vrai. Tous ne sont pas clients. Tout le monde n'est pas client. Un client, c'est on a un contrat avec lui et c'est lui qui paye. Et on ne peut pas dire tous sont clients. Et pour rester sur la transaction, le vendeur choisit son agent immobilier. Ah, lui, il a une bonne tête, pas lui. Donc, je vais lui donner un mandat à lui. Mais le preneur, il ne choisit pas l'agent immobilier. Hein. Il va voir dans ta vitrine, il y a un truc qui m'intéresse, tu as une mauvaise réputation. On m'a dit que tu travaillais mal, que tu étais trop cher. Ouais, mais n'empêche que c'est toi qui as le mandat, donc contraint et forcé, c'est avec toi que je m'adresse. Voilà. Donc, c'est pas vrai de dire tout le monde est client, on défend les intérêts de tout le monde. C'est pas ça la vraie vie, c'est pas perçu comme ça. Alors, juste deux mots sur l'Internet, hein, parce que ce matin, vous ne l'avez pas vu, mais en sous-jacent, pourquoi il y avait cette dispute entre les uns et les autres, c'est parce qu'il y a un truc qui s'appelle Internet, qui fait qu'on fait la profession autrement, et qu'il y a des modèles économiques différents, et que ça plaît à certains et pas à d'autres. Internet va aussi avoir... Ça a commencé, mais un impact important sur la perception du travail. Et perception des honoraires, perception du travail, perception de la valeur de ce qui est fait, de la valeur du service. C'est le point clé de notre débat. Or, aujourd'hui, Laurent Vimont l'a dit. Je suis Laurent Vimont parce qu'il est plus crédible que moi quand il parle de ça, mais aujourd'hui, les preneurs et les vendeurs vont se renseigner sur Internet et quand ils poussent la porte de l'agence ou quand ils s'adressent aux mandataires qui n'ont pas d'agence, ils sont déjà très informés. Hein, et donc, ils attendent beaucoup moins de services de l'agent immobilier. Et ensuite, si on va jusqu'au bout, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on va aller vers des visites virtuelles ou en tout cas des prises d'informations en amont qui fait qu'il va y avoir de moins en moins de visites et qu'on attendra juste une petite chose de la visite. Est-ce que ce que j'ai vu sur mon smartphone, c'est comme ça que ça va se passer très bientôt, est-ce que ce que j'ai vu sur mon smartphone, c'est la même chose que la réalité? En une demi-heure, c'est fait. Oui, c'est bon, je vais chez le notaire. Et pour aller jusqu'au bout, excusez-moi, mais c'est marrant, la rédaction d'un bail de loyer, je veux dire, quand même, aujourd'hui, normalement, quelqu'un qui est à peu près bien équipé,
Il fait ça, si c'est un professionnel habitué, etc., il fait ça en 20 minutes. Alors, je suis certain que M. Fertoret va réagir à ça. Excusez-moi, non mais je veux dire, vu de l'extérieur, c'est ça que pensent les gens. Vu de l'extérieur, c'est absolument magnifique comme on perçoit nos professions Mais oui, mais d'une manière extrêmement réductrice. Mais, alors, je vous explique simplement une petite chose. Notre mission, avec un mandat de gestion, ne consiste pas, contrairement à ce qui est mentionné dans le projet de loi Duflot, à faire un état des lieux et à signer un bail. Je crois qu'on obère. Non, mais attendez. Combien de temps il faut aujourd'hui pour rédiger un bail? On obère toute la chaîne de l'acte locatif lui-même. Voilà. Je crois que ce qu'il faut quand même expliquer, c'est qu'on a du personnel qu'on paye, qu'on fait déplacer pour des visites, qui répond au téléphone, qui parfois se déplace pour des visites avec des candidats locataires qui ne viennent pas, parce que ça existe dans des régions de France, et pas seulement. Exactement. Non. Donc, je veux dire que l'acte locatif ne se résume pas à rédiger un bail en 20 minutes. On était en train de parler. Est-ce qu'il faut 20 minutes? Non, soyons sérieux sur ce sujet-là. Tout dépend des dossiers. Des choses. Est-ce qu'on peut dire que la rédaction de NAC, c'est pas une question de 20 minutes? Est-ce qu'elle est à valeur ajoutée? Est-ce qu'elle mérite une facturation d'ailleurs des deux parties? C'est ce que propose le projet de loi. Ou est-ce qu'effectivement, désormais, c'est un bail type et aucun problème? J'ai mon idée, mais je voudrais qu'un homme de l'art s'exprime là-dessus. Au-delà de ce qui est un peu provocateur dans le propos d'Hervé. Mais c'est à titre pédagogique, puisqu'on est ici à l'IMSI, et voilà. Alors, sur le temps passé pour rédiger un bail, ben, ça dépend. En effet, on peut pas... La difficulté, c'est pas forcément le temps passé. Mais la difficulté, oui, elle existe. Ça dépend si vous avez un garant, si vous n'en avez pas. Ça dépend s'il y a la GLI, il n'y a pas de GLI. Ça dépend de plein de paramètres. Alors, il faut... moi, j'insiste vraiment sur l'acte locatif. De la chaîne complète. Attendez, on parle de rémunération, on parle d'honoraires. On n'est pas rémunéré pour une partie des choses, des actes que l'on fait aujourd'hui dans l'état actuel du projet de loi. Ah, mais j'aimerais bien que vous me le définissiez, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais comment vous le percevez aujourd'hui? Quelle est votre perception de l'acte locatif? Moi, je peux vous dire, c'est très facilement, on peut faire une liste. Hein, il n'y en a pas pour 5 minutes. D'ailleurs, je crois qu'il y a des étudiants, il y a pas mal de choses dans la salle qui pourraient vous répondre encore mieux que moi. Alors, la chaîne locative commence... C'est important peut-être pour Christophe Carèche aussi. Effectivement, est-ce que cette annulation, dans ce qui est prévu, de la facturation, qui veut dire qu'il n'y a rien au profit du locataire, sans quoi on le ferait payer, est-ce qu'on peut mettre en face des arguments forts? Le député est là. Nous, les arguments forts, c'est très simple, c'est qu'à partir du moment où il y a une réduction des honoraires, il va y avoir une réduction des effectifs dans les cabinets, c'est quasiment écrit, c'est obligatoire. C'est une autre question. Je reviens sur... Respectable. Reviens... On fait ici des futurs professionnels, l'emploi n'est pas en dehors de mes préoccupations, mais sur ce qui est fait pour le locataire dans l'acte locatif. Donc à partir du moment où le mandat de gestion est signé avec le propriétaire bailleur, on va arrêter, faire un trait à ce moment-là, et on va commencer à travailler dans l'optique de la commercialisation de la location du bien. Bon. La location, c'est quoi? C'est en effet publié sur des sites internet, et là, je vous rejoins complètement, et pas seulement, c'est publié dans des vitrines pour ceux qui en ont. C'est donc du papier, c'est donc de l'impression. Si on veut aller vraiment jusqu'au bout des choses, je vais vous dire, on va y aller. Ensuite, vous avez des déplacements pour faire des photos avant de publier les annonces, faire des photos dans les appartements qui peuvent être rénovés. On ne va pas conserver les photos d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans. Si l'appartement a été rénové, je pense que commercialement, c'est quand même assez mal vu. Et l'Internet a créé des grandes obligations d'illustration et de transparence. C'est du déplacement, forcément. C'est des diagnostics. C'est renseigner les diagnostics, c'est les commander avant tout. C'est ensuite les intégrer dans les baux, en annexe des baux. C'est les intégrer dans les annonces. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des coups de fil. On répond au téléphone pour effectuer des visites. Parce que nous, chez nous, je suis désolé de le dire, on est des professionnels un petit peu parfois respectables. Chez nous, on accompagne toutes les visites. C'est un coût. À chaque fois que vous avez un rendez-vous pour effectuer une visite, en effet, j'ai un collaborateur qui se déplace, j'ai quelqu'un qui prend sa voiture, son 2 roues, son métro, qui prend du temps, qui effectue une visite, qui indique à l'endroit où sont situés, par exemple, les compteurs d'eau, les compteurs de gaz, les compteurs électriques, des choses comme ça, ce que ne font pas forcément tous les particuliers non plus. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un dossier locatif, on a un dossier locatif qu'on remet, on a un dossier locatif qui nous est
rendu, qui est analysé avec le propriétaire quand c'est possible. C'est du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a également la rédaction du bail. J'arrive juste maintenant à la rédaction du bail. On a aussi parfois la négociation du loyer, voire la négociation du loyer avec des travaux, dans l'intérêt de louer rapidement. Et on a des logements vacants qui ne sont pas loués. Donc j'attire aussi l'attention de notre cher parlementaire qui est ici présent. Avant de construire des centaines de milliers de logements, il faudrait peut-être qu'on se pose aussi la question dans le parc locatif, qu'il soit privé ou non, de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour inciter les gens à rénover leurs appartements et à les remettre sur le marché. C'est du b.a.-ba. C'est du b.a.-ba. Sauf que ça fait 30 ans que les professionnels le réclament, ça fait 30 ans qu'on n'a rien en face. Et c'est quand même, je pense, notamment dans les zones tendues ou semi-tendues, hein, parce qu'on peut mettre un certain nombre de degrés là-dessus, mais que ce soit, là je ne parlais pas de Paris, mais les villes de province, vous avez un certain nombre de logements qui sont vacants et qui nécessitent des travaux importants. Les propriétaires qui n'ont pas forcément le moyen de les effectuer, et je pense qu'en effet, quelques incitations seraient assez bienvenues. Le sujet, encore une fois, n'est pas de savoir si si le service est important, s'il est cher, etc., s'il y a une légitimité à le facturer. Le problème, c'est est-ce qu'on peut le facturer au client? Parce que finalement, dans tout ce que vous dites, quelle est la différence avec un vendeur de voitures? Un concessionnaire automobile. Bon, il fait de la publicité, il fait de l'argumentaire, il fait faire un tour avec la voiture au client, ensuite il fait l'acte de vente, il va démontrer la façon dont la voiture fonctionne, etc., etc. Il vient jamais à l'idée de quelqu'un, d'un concessionnaire automobile, de faire payer l'acheteur de la voiture de la commission qu'il va percevoir pour son service. Excusez-moi, vous avez dit une chose très intéressante. Vous avez dit la question, c'est pas le service, et si on le fait payer au client. Ben, je dirais. Non, si on le fait payer au locataire, là, ou à l'acquéreur. Vous savez, regardez, un agent immobilier. Alors, je vais pas faire pleurer dans les chaumières. Je sais que les agents immobiliers n'ont pas forcément une bonne réputation, mais ça a été dit ce matin. Dans quel métier vous avez, alors je parle de la transaction plus précisément parce que ça me paraît beaucoup plus révélateur. Vous avez un agent immobilier qui va faire une estimation gratuite dans la plupart du temps du bien, qui va effectivement passer beaucoup de temps, qui va utiliser des bases de données qui forcément ont un coût, qui va remettre, dans certains cas, c'est le cas chez nous, un petit dossier en couleur expliquant comment on est arrivé au prix. Le prix ne tombe pas du ciel comme ça, donc un vrai travail en amont, avec aucune certitude déjà d'avoir le mandat. Ensuite, il faudra qu'il ait le mandat. Il va faire beaucoup de prestations derrière qui sont expliquées aux vendeurs et qui font l'objet. Alors, excusez-moi, je ne plaide pas pour ma chapelle, mais je cite ce que je connais, c'est-à-dire chez nous. Chez nous, il y a un présentoir, il y a une explication de tous les points de service qui sont fournis aux vendeurs. Et ça, l'agent immobilier n'a encore rien touché, juste qu'on se comprenne bien. L'agent immobilier ensuite va faire des visites. Combien il va devoir faire de visites avant d'arriver à la vente? Il va faire beaucoup de visites. Il va également négocier le bien. Négocier le bien dans l'intérêt de qui? C'est pour ça que je dis qu'il y a deux clients. Pas uniquement dans l'intérêt du vendeur, mais aussi dans l'intérêt de l'acheteur. Pourquoi? Parce que l'acheteur, évidemment, il négocie. Et aujourd'hui, il négocie énormément. Et vous savez, moi, j'ai été acheteur comme tout le monde. Et je me suis aperçu que très souvent, les biens qui étaient sur le particulier étaient beaucoup plus chers que les biens dans les agences immobilières. Pourquoi? C'est tout simple. C'est pas parce que l'agent immobilier il est gentil. C'est parce que l'agent immobilier, il a intérêt à vendre le bien. Donc vous voyez que forcément, il a deux clients, l'agent immobilier. Il n'a pas uniquement le vendeur, il a l'acheteur. Parce que s'il ne tient pas compte de l'acheteur, le bien ne va pas se vendre. Donc vous voyez, il y a tout ce travail. Est-ce que vous expliquez au vendeur que vous travaillez aussi pour l'acquéreur? Alors, on lui explique, bien évidemment, on lui explique qu'on travaille pour les deux. Pourquoi? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quitte à philosopher, mais c'était pas mon objectif, mais tout par de là, je dirais. Je n'insultais pas la philosophie. Hein. Non, dans ma bouche, on sait que c'est pas possible. Ça je sais. Donc tout par de là, si vous voulez, c'est la compréhension de ce que fait un agent immobilier. Un agent immobilier, c'est un professionnel. C'est pas une chambre d'enregistrement qui va se contenter de relater les pièces et puis de tamponner le bail. Et puis, c'est un commerçant qui a une entreprise, qui doit payer des collaborateurs, qui a des charges. Il y a évidemment une dimension économique derrière, avec des emplois, on en a déjà parlé, mais c'est un vrai professionnel. Et vous voyez, l'erreur et le problème qu'on a dans notre métier, c'est un problème de communication. C'est un problème de perception des gens, de la profession d'agent immobilier. Il y a eu beaucoup d'abus qui ont été commis par des professionnels qui n'ont pas été sanctionnés. Et vous voyez, ça, c'est pas le problème et c'est pas la faute des agents immobiliers. C'est la faute du législateur. Et je dis pas, je mets en cause personne, mais un peu quand même. Mais c'est pas ce législateur-là, hein, parce que c'est pas nouveau. Hein. Vous voyez, mais
je discutais, juste comme ça, petite parenthèse, je discutais il n'y a pas longtemps avec un inspecteur de la DGCCRF. Alors je ne dirais pas qui c'est, mais c'était très intéressant. C'était très intéressant. Et il m'expliquait qu'il était tout seul. Parce qu'on a la démission facile hein, maintenant. Ah non, mais c'était affligeant. Il m'expliquait qu'il était tout seul dans une zone qui était extrêmement large, qu'il n'avait absolument pas le temps d'aller sur le terrain, et que tous les contrôles qu'il faisait, il le faisait sur Internet. D'accord ? Vous voyez, c'était très intéressant. Donc ça veut dire qu'on a mis en place une loi qui est la loi Hoguet, qui n'est pas claire du tout. Et là, il y a un toilettage énorme à faire. Et ce serait bien de travailler avec les professionnels. Pourquoi ? Parce que les professionnels ont intérêt à ce que la loi Hoguet soit une bonne loi. On n'a pas intérêt. Vous voyez, il y a plein de flou. Je vous disais, cette notion de mandataire qui veut strictement rien dire. L'introduction des agents commerciaux n'est pas un problème, et la possibilité d'avoir des agents commerciaux n'est pas un problème. Le problème, c'est le déséquilibre et l'esprit de la loi Hoguet, où vous avez un contrôle vis-à-vis d'un négociateur, alors qu'en fait, le statut d'agent commercial, c'est un statut d'indépendant. Donc vous voyez qu'il y a tout de suite il y a un hiatus entre les deux. Alors est-ce que c'est un problème ? Non, c'est pas un problème. Simplement, il faut pas se voiler la face, et il faut arriver à le prendre en compte et à modifier peut-être ce statut d'agent commercial, peut-être un agent commercial spécifique dans la profession d'agent immobilier. Alors, je ne veux pas tirer les chevaux trop longs, parce que ça nous emmènerait trop loin si on tire la bobine de fil, mais vous voyez, le problème, il est global. Il est au niveau de la réglementation. Donc, je continue mon propos juste concernant la prestation de l'agent immobilier. Donc, l'agent immobilier va, à un moment donné, quand même, aboutir à la signature d'un compromis. Il va devoir, dans le cas d'un agent immobilier compétent, vérifier les capacités financières dans l'intérêt du vendeur. Pourquoi ? Parce que si l'acquéreur n'a pas les capacités... Et de l'acquéreur, pourquoi ? Exact, parce que si l'acquéreur perd du temps, s'engage sur une acquisition qu'il n'a pas les moyens de le financer, il va dans le mur. Vous voyez, l'intérêt aussi de l'acquéreur. Donc, une fois qu'il va arriver à ça, il va arriver effectivement à trouver le financement. Il va veiller à ce que effectivement les choses soient faites dans les règles, s'il est habilité effectivement par la réglementation actuelle à le faire. Et il va arriver, à un moment donné, il y a toujours, on le sait très bien, un laps de temps encore, en gros, de 3 à 4 mois, qui va se dérouler. Et à un moment donné, on va arriver à l'acte authentique. Et c'est seulement à ce moment-là que l'agent immobilier va percevoir sa commission. Alors, encore une fois, je ne veux pas faire pleurer sur la profession. C'est juste qu'il faut comprendre cette situation. Dans quel métier vous avez des gens qui travaillent pendant quasiment 5, parfois 6 mois, d'accord, sans rien toucher ? Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas, ou alors qu'on me dise lequel, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir. Alors, je ne dis pas qu'il faut modifier le système actuel. Je dis simplement qu'il faut, premièrement, garder l'équilibre entre le bailleur, le preneur. J'ai expliqué pourquoi, pour moi, l'agent immobilier a 2 clients. Il en a pas qu'un, il en a 2. Et j'espère avoir démontré que c'était le cas, puisque forcément, il doit veiller aux intérêts des 2 parties. Donc forcément, il a 2 clients. Alors après, évidemment, c'est celui qui le paye qui compte. C'est pour ça qu'il faut maintenir un équilibre, notamment dans la location, avec un paiement du locataire. Sinon, vous avez la tendance qui va se manifester. Vous savez, l'agent immobilier, c'est un être humain, hein, quand même. Juste comme ça. C'est quand même un être humain, l'agent immobilier. Donc si quelqu'un ne le paye pas... Sensible, en plus. Sensible. Qu'est-ce qui va se passer si le locataire ne le paye pas ? Ben évidemment, la tentation va être grande de le mettre de côté. Vous voyez ? Et tout ça, ça va profiter à qui ? Ben, ça ne va pas profiter au locataire. Je vous garantis. Donc, je dirais, il faut évidemment protéger le locataire, sanctionner les abus, parce que le vrai problème, il vient de là. Il vient d'une réglementation qui n'est pas appliquée. Il vient d'une loi Hoguet, qui est une loi de police, qui est une loi qui, effectivement, couperait et qui n'est pas appliquée. Parce qu'effectivement, les gens qui sont censés la faire appliquer sur le terrain n'ont pas les moyens, hein, n'ont pas les moyens de le faire, c'est très simple. Et voilà, donc je pense que le vrai problème, il vient là. Avant que Philippe Fertorine reprenne la parole, je dis quand même 2 choses. On montre beaucoup du doigt les pouvoirs publics, les limites, direction de la concurrence, etc. Bon, d'abord, le projet de loi apporte des réponses en termes de discipline, d'organisation, hein, je l'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas lui retirer ça. Et sur proposition, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles de la profession, confère ce que disait Jean-François Buet. Et deuxièmement, on fait aussi parfois à la profession le reproche de n'avoir pas assez fait le ménage chez elle, parce qu'on connaît aussi les limites des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, que ce soit en 2013 ou il y a 20 ans. On ne peut pas imaginer non plus qu'il y ait un agent de la DGCCRF derrière chaque professionnel. Bon. C'est une parenthèse que je fais. Je sais que les organisations professionnelles n'ont pas ménagé leur peine, mais enfin, au bout du compte, cela est vrai. Une question sur les deux clients dont vous venez de démontrer qu'on les sert aussi, c'est vrai de l'acquéreur, c'est vrai du locataire. Pour vous, ce sont des clients, on l'a bien entendu, même s'il y a des doutes ailleurs. Est-ce que
aujourd'hui, un engagement de modération des honoraires aurait du sens, parce que j'ai été frappé parce que vous disiez nous on fait payer 0,80 ou une fois le loyer, hein, en gros, au preneur, dans votre cabinet à Lyon. Est-ce que le sujet de la modération des honoraires, au moment où vous parlez, vous reconnaissez qu'il y a eu des abus, des gens peut-être qui ont tiré la corde sans apporter le service, est-ce que ça a du sens, ou est-ce que vous maintenez que tout cela doit rester libre, calculé ou pas sur le montant du loyer, parce qu'il y a du travail derrière et que chacun fasse sa religion? Rapidement, pour revenir sur la notion de client, pas de client, on a, en faisant un tout petit peu de juridique de francs 6 sous, on a un mandat de gérance, de gestion qui nous lie avec le mandant, avec le bailleur. Et puis, qu'est-ce qui nous lie avec le locataire? Nous sommes représentants mandataires du bailleur et nous signons pour le compte du bailleur un contrat de location. Nous sommes liés. Je suis désolé. Nous avons un rapport commercial avec lui. Escalité. Escalité, mais nous sommes liés. Il paye ses loyers et charges, certes. En contrepartie de quoi, nous lui offrons aussi un certain nombre de services, de la facilitation, du compte sur Internet disponible, des avis d'échéance, ainsi que des quittances en ligne, tout un certain nombre de prestations qui ne sont pas obligatoires, qu'on ne fait pas payer, qui ne sont pas facturées. Vous ne pouvez pas facturer. Qu'on ne facture pas, comme les avis d'échéance, et ça aussi, je lutte, et j'en reviens sur la deuxième partie, on lutte à l'UNIS, et pas seulement à l'UNIS, à la FNAIM aussi, contre toutes ces dérives. Et ces dérives sur quoi? Sur ces pratiques-là d'affranchissement d'avis d'échéance à 2,50 € dans certaines villes de France, par certains cabinets petits et grands, peu importe. Ensuite, Voire très grands. Voire très grands. Voire qui n'existeront plus. Et puis pour revenir sur la modération, mais écoutez, on nous propose demain de plafonner les honoraires de rédaction et location, j'insiste sur le vocable, à 1 mois hors charge de loyer sur le locataire et sur le propriétaire, mais il n'y a aucun souci, on signe tout de suite. Je veux dire, la modération, bien entendu. Payer 3 000 €, 2 500 €, 1 500 €, si vous avez un loyer de 700, 800, 900 € et qu'on vous demande 1 500 €, pour moi, en effet, ça me semble complètement délirant. Voilà. Mais je veux dire, c'est la position des syndicats et c'est la position de pratiquement toutes les franchisés, tous les réseaux. Le propos est plus clair qu'on ne l'a jamais entendu, donc moi j'y suis très sensible. Hein. Je pense qu'on peut vous remercier tous les quatre, comme on l'a fait pour vos prédécesseurs, de la clarté, du courage de vos propos, avec des positions tranchées, mais bien des choses qui se rejoignent aussi. Merci 1000 fois.